La société Hectare, spécialiste du terrain à bâtir depuis 25 ans, vous accueille dans ses nouveaux bureaux, boulevard Georges Besse, et vous présente Croco Hebdo. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Croco Hebdo. Nouveau rendez-vous dans votre épisode hebdomadaire du lundi soir sur TV Sud avec l'actualité du Nîmes Olympique marqué le week-end dernier par une belle victoire dans le cadre de la 16e journée du championnat de France de National. 2-0 face à Colmar. 3 points précieux qui font du bien avant le déplacement à Luzenac samedi prochain et puis la réception en match retard de Beauvais. Ce sera le 9 décembre 2011 à partir de 20h au Stade des Costières. Avec nous ce soir, quelqu'un qui connaît ce plateau pour être déjà venu dans le cadre d'une ancienne émission à l'époque de Télémiroir. Il s'agit du gardien de but du Nîmes Olympique, Cyril Merville. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Cyril. Bienvenue sur ce plateau. On va revenir sur cette victoire des Crocos vendredi soir au Costières et puis repasser quelques faits de jeu marquants de cette partie de la 16e journée. Et puis face à vous, Cyril, nos consultants. Tout d'abord celui qui ne cesse de préparer sa voix, de la réchauffer en ces heures très froides qui attendent les spectateurs des Costières. Il s'agit d'Olivier Martinez. Bonsoir Olivier. Bonsoir à tout le monde. Et puis à vos côtés, Olivier, comme toujours, notre consultant, notre coach, à nous, Patrick Champ. Bonsoir Patrick. Bonsoir Christophe, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Cédric. Cyril. Allez, on voilà, va... 1-0. Balle au centre. Mais tiens, on va se chauffer progressivement dans cette émission en lançant les images de l'échauffement et de l'entraînement qui a précédé le match entre le Nîmes Olympique et Colmar vendredi soir au Costières. On voit ici cet échauffement traditionnellement dirigé par Jérôme Arpinon. Avec, on peut le dire, Olivier, une première surprise, c'est que du fait des noms annoncés du groupe retenu par Thierry Froger, on peut dire que les joueurs qui se sont mis en évidence la semaine précédente en amical contre Martigues se sont vus réaccorder la confiance en championnat. Oui, il y a des places qui se sont gagnées dans ce match amical, donc ça montre bien que ce match avait de l'importance pour le coach. C'était vraiment un match de préparation à ce match de championnat face à Colmar. La seule surprise, c'est la titularisation de Salaire, puisqu'on ne l'avait pas vu en match amical. Et là, il était titulaire à la place de soit Piocel, soit Corrèze. Parce que l'autre surprise, bien sûr, c'était par effet de levier, c'était Corrèze qui était mise à disposition de la réserve. Piocel. Et donc Corrèze qui était sur le banc. Donc voilà, c'était un choix fort de Thierry Froger. Et puis sinon, après le reste, il n'y avait pas eu de grande surprise. C'est le retour de Poulain, mais ça on s'y attendait. Et puis on voit ici l'équipe de Colmar en train de s'échauffer. Un mot, Cyril Merville, justement sur l'échauffement vous concernant. Vous avez commencé à travailler aux côtés de Sébastien Jiménez, le préparateur des gardiens au Nîmes Olympique. Quelles sont les méthodes de travail que vous employez avec lui et que vous avez découvertes un petit peu à ses côtés? Ouais, c'est assez simple, un peu comme dans tous les clubs. Voilà, Seb est entre guillemets à notre disposition. Moi, vu un peu l'expérience que je peux avoir par rapport à tous les clubs où j'ai pu passer, on est sans cesse en discussion tous les deux. On essaye de peaufiner un programme qui puisse me faire progresser. Et puis là, ça fait un peu plus d'un mois que je suis ici. Ça se passe super bien. Il est à l'écoute, moi aussi, évidemment, parce qu'il m'apporte aussi pas mal de nouvelles choses. Et voilà, j'ai envie de dire que c'est une collaboration qui se passe parfaitement pour l'instant. Il y avait une hiérarchie établie avant votre arrivée. Daral Chaibani était le numéro 1 aux côtés des deux jeunes que sont Gauthier Gallon et Mathieu Michel qui était à votre place la semaine dernière. Comment s'est établi justement votre accueil aux côtés de ces trois gardiens dans la mesure où vous arriviez justement pour prendre une place de titulaire? Je dirais relativement bien. C'est vrai que ça n'a pas dû être facile pour Edar, ça c'est une évidence. Maintenant, c'est vrai que ce soir, je tenais à le féliciter parce que franchement il a un état d'esprit irréprochable. Il m'a accueilli super bien, il est là aussi pour m'aider. On travaille super bien tous les trois et franchement j'ai été agréablement surpris par rapport à la situation, l'accueil qu'ils ont pu me faire tous les deux.
justement par rapport à cet accueil, par rapport à cette arrivée à Nîmes. On le sait, lorsque vous avez quitté Arles l'été dernier, vous vous retrouviez sans club. Vous avez passé tous les stages de l'UNFP pour vous maintenir en condition physique tout au long de l'été. Le mercato estival s'est arrêté. Vous n'aviez pas de club. Est-ce que vous lorgniez quand même un petit peu en dessous de la Ligue 2? Est-ce que vous gardiez un œil attentif sur Nîmes ou bien est-ce que finalement les choses se sont faites un petit peu sans que vous y attendiez? Non, franchement, on va pas se mentir. Je pensais pas à évoluer en national. C'était une option à laquelle j'avais pas du tout pensé, surtout vis-à-vis des premiers contacts que j'avais pu avoir au mercato qui étaient, on va dire, intéressants. Maintenant, ça n'a pas pu se faire pour diverses raisons. Et voilà, et ensuite, on va dire que le temps commençait à se faire long un peu pour moi et je me suis dit que passer 6 mois sans jouer, c'était pas possible. Je voulais rester dans le circuit et j'ai eu l'opportunité de Nîmes qui a pu se faire aussi grâce au président qui a fait pas mal d'efforts. Je voulais le souligner encore une fois et voilà, après c'est vrai que la nationale, c'est pas évident à y aller. Maintenant, c'est Nîmes, ça reste Nîmes, une place quand même forte du football français. En ayant un peu analysé la situation, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour le futur. D'un point de vue plus général, Cyril, est-ce que vous considérez aujourd'hui, au niveau des gardiens en France, que l'arrivée massive de gardiens étrangers joue de mauvais tours justement aux gardiens français qui se retrouvent au chômage et qui sont obligés parfois soit de baisser de cran, soit carrément de raccrocher les gants? Oui, c'est sûr que c'est pas facile pour nous quand on voit des gardiens étrangers arriver. Maintenant, je sais pas, on m'a toujours dit que l'école française était particulièrement bonne. Maintenant, on va chercher des gardiens à l'étranger, peut-être pour des raisons économiques tout simplement, peut-être. On sait qu'aujourd'hui le football est en train de passer un mauvais moment. Peut-être que les clubs se disent qu'il est peut-être peut-être mieux pour leurs finances d'aller chercher des gardiens peut-être soit en devenir, des gardiens étrangers, mais qui coûtent peut-être moins cher pour leur budget, peut-être. Olivier. Ouais. Simplement, on a entendu parler aussi d'un éventuel transfert au PSG à une époque, Info ou Intox. Non, de Douchez au cas où parce que Douchez, on sait qu'il rejoue son frein. Ce qui s'est passé, c'est simplement par rapport à ma situation contractuelle, j'étais libre, donc voilà, ça se passe. Les gens se renseignent tout simplement. Maintenant, après, on sait avec les médias comment ça se passe. On m'a même dit que j'avais refusé le PSG. Faut les avoir accrochés quand même pour refuser le PSG. Maintenant, non, c'est juste que voilà, il y a eu des renseignements, agents, directeurs sportifs, voilà, c'est tout, ça s'est arrêté là, rien de bien, ça n'a pas été plus loin que ça, quoi. Je crois que le plus important, c'est vrai que de rejouer, parce que quand on ne joue pas, on perd déjà son niveau technique, et puis il y a du monde qui joue, puis on se fait vite oublier, le milieu du football est très 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 dur. Impitoyable, et je crois qu'il a eu raison de se relancer. Même on l'a vu au départ, il manquait un petit peu de canne, parce que quand on ne joue pas, même si on s'entraîne, il n'y a rien qui vaut de jouer, de faire des matchs officiels, et c'est vrai que c'est pour ça que c'est important qu'il puisse rebondir avec le Nîmes Olympique. Allez, on va quitter le camp des loges et revenir à Nîmes pour découvrir la composition de Colmar face aux Crocos. Voici le 11 aligné par le coach alsacien avec Robert. Charnière composée par Meyer et Meslien. Mtir sur le couloir droit, Bernardet sur le couloir gauche. Deux milieux défensifs avec Grimm et Zenara. Le capitaine Liabeuf sur l'aile droite. Mouklil de l'autre côté. Mezrich jouant en milieu offensif, décrochant légèrement derrière Touré. Voilà ce qui concerne l'équipe de Colmar. Et puis le 11 nîmois, aligné par Thierry Froger. Olivier faisait référence tout à l'heure. Donc Cyril Merville, bien évidemment, dans les buts. La charnière classique avec Benoît Poulain, le capitaine, et Vincent Carlier en charnière. Maxime Punjé dans le couloir gauche. Miodrag Stozic réaligné à droite. Gaëtan Salaire prenant la place donc, de Sébastien Piocel, de milieu défensif. Jonathan Parpex et Abdelmalik Sissane. Nicolas Bénézé, Issouf Ouattara et Sédou Koné en pointe. C'était, on le rappelle, la seule surprise concernant Gaëtan Salaire, ça a été un petit peu là. Tout à fait, Salaire qui était titulaire. Et je pense que Sissane joue plutôt à droite et Parpex à oui, gauche. Ça a été inversé. Mais sinon, c'est le 4-3-3 ou alors le 4-1-4-1 comme l'appelle
Sébastien Gimenez aussi notamment, de Nîmes classique. Mais je crois que là, le coach, il a fait fort parce qu'il a mis quand même un milieu de terrain hyper jeune, avec Salaire, Sissane et Parpex. C'est-à-dire qu'il confirme ces jeunes, ceux qu'on pensait de deux au départ, et Cadeau est mort avec Froger, puisque quand on voit Piocel qui a joué avec la réserve, Corrèze qui revenait de blessure quand il est rentré, qui a fait une bonne rentrée, mais je crois qu'il a voulu montrer que les jeunes pouvaient tenir la baraque, et c'est vrai qu'à la fin il était un petit peu déçu, Froger, il nous a un peu surpris en conférence de presse, parce que nous on avait vu un match relativement intéressant au milieu du terrain et tout, même s'il y a eu des pertes de balles, mais on ne peut pas leur dire, eux ils n'ont pas 30 ans, ils n'ont pas cette expérience, ils ont joué avec leur fougue, et je crois que c'était important pour, si on a gagné le match, je crois qu'ils en sont en bonne partie la cause. Justement, on va revenir sur ces réactions d'après-match de la part des coachs et des joueurs dans le cadre de ce reportage, le résumé de la rencontre entre le Nîmes Olympique et Colmar. À la recherche d'un succès depuis leur dernière victoire en championnat à Quevilly, les joueurs du Nîmes Olympique étaient attendus au tournant vendredi soir aux Costières avec la réception de Colmar dans le cadre de la 16e journée du championnat de national. J'étais un peu touché par cette mauvaise série avec les matchs de coupe, les matchs amicaux, un match à Ajaccio, que des contextes particuliers où on a eu des matchs pas communs on va dire à jouer. Et puis voilà, ce soir on se remet un peu en confiance et c'est pas à pas, match après match, victoire après victoire que peut-être on verra des meilleurs matchs, des plus belles victoires. Avec la titularisation du jeune Gaëtan Salaire, au poste traditionnellement occupé par Sébastien Piocel, Thierry Froger entendait aligner une équipe particulièrement jeune, confirmée par la présence au coup de sifflet de Maxime Pounjé dans le couloir gauche, Abdelmalik Sissane et Jonathan Parpex en milieu défensif et Nicolas Bénézé sur les ailes. Une vivacité qui allait se concrétiser dès la 2e minute de jeu avec un ballon mal renvoyé par la défense alsacienne et intelligemment remisé par Sissane en direction de Koné qui allait inscrire son 11e but de la saison grâce à une magnifique reprise du gauche allant se loger dans la lucarne droite de Robert. Un Koné très entreprenant qui allait se mettre en évidence sur d'autres occasions de but qui auraient pu mettre le Nîmes Olympique plutôt à l'abri. Une Koné-dépendance qui ne peut occulter une certaine maladresse de l'attaque gardoise à un moment où l'équipe orinoise semblait prenable. Plusieurs occasions manquées côté Croco qui allaient redonner du moral aux joueurs de Damien Hoth, plus entreprenant à la demi-heure de jeu. Je pense qu'on leur envoyait quand même un bon message dès le départ. Après avoir pris le but à la 2e minute, on leur a pas montré qu'on refusait de jouer et qu'on était là en victime. On a proposé, je pense même qu'on a proposé, on se fait prendre les actions qu'ils ont. C'est plus souvent des contres que des attaques placées. Ça veut dire qu'on jouait certainement beaucoup plus dans leur camp. Je pense que s'il y a des statistiques, elles montreraient qu'on était plus souvent dans leur camp. Après la pause, le jeu allait s'équilibrer entre Nîmes et Colmar. Nicolas Bénézé devant faire l'effort pour venir en soutien d'un Miodrag Stozic, parfois en difficulté sur les replis défensifs dans le couloir droit. Mais avec un Benoît Poulain impérial en couverture, les Crocos allaient repartir de l'avant avec une balle de but manquée par Nicolas Bénézé sur une ouverture en or de Sédou Koné. Une nouvelle occasion manquée qui allait permettre à Colmar d'entretenir l'espoir d'une égalisation avec à la 57e minute de jeu un tir détourné de Grimm, repoussé par la barre transversale de Cyril Merville. Le portier nîmois étant sauvé une seconde fois par la même barre, 1 minute plus tard. Une baraka qui allait se transformer en une confirmation de victoire pour les Nîmois avec le premier but en championnat d'Abdelmalik Sissane qui allait doubler la mise pour les Crocos avec un service idéal de Sédou Koné à la 68e minute de jeu. 2-0, un score qui allait en rester là malgré des occasions en or, notamment après l'entrée en jeu de Stivagui en lieu et place d'Issoufou Ouattara et cette balle de but à la 84e minute vendangée devant les buts de Colmar. Confirmation d'un match qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. On voit quand même que dans le contenu, c'était très perfectible. On aurait pu en mettre plus, mais on aurait pu aussi en prendre. Je pense que Colmar a joué un jeu très intéressant. Ils se sont créés des occasions, ils nous ont mis en difficulté. Bon, on va prendre la victoire, ça va nous faire du bien, mais il y a du boulot sur la planche. Un travail que les Nîmois peaufineront cette semaine après s'être pliés à la traditionnelle photo officielle le mercredi matin au domaine de la Bastide avec la préparation du déplacement à Luzenac. Samedi prochain, en terre d'Ariège, une victoire permettrait aux Crocos de se mettre en position idéale pour rejoindre le podium avant de jouer son match retour contre Beauvais le vendredi 9 décembre au Costières. Déplacement à Luzenac à partir de 18h dans le cadre de la 17e journée de National. On va revenir sur ces buts. Il y a eu des actions intenses. Vous l'avez vu, beaucoup d'occasions de buts et notamment
dès la deuxième minute. Olivier, on va le voir sur les images, c'est devenu une habitude pour les Nîmois. Mais pour une fois, les Crocos ne se sont pas fait rejoindre au score avec ce but magnifique de Sédou Koné. Ouais, je vous avouerai qu'au commentaire, nous on a créé le pire. Hein. Quand on a vu Koné marquer si tôt, on a dit aïe aïe. C'est reparti comme Ajaccio, comme à Bayonne. On marque tôt et on va avoir du mal à gérer le match. Et puis finalement, comme Colmar a joué, les Nîmois ont eu des contres et le match s'est équilibré. Nous, on a trouvé un match fort agréable au Costières vendredi. On s'est bien régalé. Depuis vos buts, Cyril, vous l'avez vécu comment cette partie? C'était un match assez particulier parce qu'on a le sentiment de pouvoir, avec les joueurs qu'on a, de pouvoir maîtriser les événements et on n'y arrive pas encore aujourd'hui. Alors peut-être, vous avez parlé du jeune milieu de terrain, peut-être dû à ce manque un peu d'expérience par moment. Mais c'est vrai que on a pardonnez-moi, le cul un peu entre les chaises. Parce que on ne sait pas trop comment faire et on recule, des fois on recule, c'est vrai qu'on ne dégage pas encore quelque chose de fort encore et je crois que c'est ce que le coach voulait peut-être dire. Et c'est là-dessus, je pense qu'on doit travailler parce qu'il y a de quoi faire. Et malheureusement, on peut se mettre en difficulté sur des choses anodines par moment. Je crois que ce qu'a voulu dire Thierry Froger, surtout, c'est que dans les temps faibles, parce qu'il y en a toujours des matchs, 1h30 comme ils y jouent, c'est impossible avec les pressing hauts qu'ils font. Je crois que dans les temps faibles, il faut accepter de défendre, tous. Mais quand il dit tous, c'est tous. Ça veut dire, les latéraux, à la limite, c'est leur travail. Mais je veux dire, les milieux offensifs que sont Bénézé, que sont Ouattara, que sont Agui quand il rentre, que sont Koné, doivent défendre en priorité. Et je pense que là où il est un peu agacé, un peu énervé, c'est que ces joueurs-là ne font pas toujours l'effort qu'il faut faire avec les autres dans ces temps faibles. Et ça pose des difficultés d'équilibre à la défense, parce que les défenseurs, on voit que le gardien, on voit que quand ils font des erreurs. Mais si d'entrée, en première ligne, on arrive déjà à défendre, derrière, ils n'ont plus qu'à ramasser les miettes et c'est plus facile pour défendre. Et il reviendra notamment sur la question des coups francs, Patrick. Je voudrais rajouter sur les coups francs, sur les coups de pied arrêtés, là, le marquage, on fait un marquage un peu tranquillement. Hein. Je crois qu'il faut qu'on soit plus rigoureux, qu'on prenne au départ chacun son bonhomme, parce que là, on a eu quand même 2 ou 3 fois le feu au Mich, en parlant. Et il a fallu que de temps en temps, Cyril sorte. Des moments, il n'a pas été trop aidé. Donc, on aurait pu prendre quand même des buts. Et c'est vrai que je le rejoins. On n'a pas dégagé une certaine sérénité. On peut gagner ce match 6-4. C'est quand même aberrant, parce qu'on dominait comme on a dominé à un certain moment, de ne pas enfoncer le clou. Après, on n'aurait pu que dérouler. Mais après, comme on le dit, quand des joueurs sont peut-être un peu moins bien, je pense un peu à Stosic sur le côté, qui est peut-être pas un latéral, et puis Vincent Carlier qui a fait un bon match même techniquement, mais qui, point de vue vivacité, c'est peut-être pas son meilleur poste. Voilà. Allez, on va enchaîner avec les occasions de cette première mi-temps et voir toutes les phases de jeu particulièrement actives que nous vous avons sélectionnées, avec une belle remontée de balle là à la 17e minute et un tir qui va finir au-dessus de la part de Sédou Koné. Et puis là, je crois que c'est la fameuse action avec... 22e, non de la 22e, avec Nicolas Bénézé. On va poursuivre ici avec cette figure acrobatique de Sédou Koné qui passe de peu à côté. Et puis là, c'est Colmar qui va créer le danger sur le but nîmois. Il y avait le feu. Voilà. Bon, là, par contre, il y a eu de la solidité. Oui, c'était solidaire, heureusement. Mais c'est vrai que sur le coup de pied arrêté, on était en danger. Ici, c'est un arrêt réflexe du gardien. Le petit Robert, il a été bon là. C'est bien. Petit Robert. Voilà, il était excellent dans les jeux de mots, le petit Robert. Et puis enfin, encore une balle qui passe près. Avec ici un coup de pied arrêté côté Croco et une belle intervention à la 41e minute de la part du portier alsacien. On va enchaîner avec les actions chaudes également de la deuxième période, avec la fameuse ouverture de Sédou Koné qui va presser sur la défense alsacienne et le tir qui va passer au-dessus de Nicolas Bénézé. Grosse occasion pour le Nîmes Olympique, c'était à la 53e minute. Ici, la première barre transversale, c'était à la 57e minute. Et tiré par les cheveux s'il rentre. C'est vrai que... Elle est déviée. Donc, à ce moment-là, on se dit quoi, Cyril, justement, lorsque par 2 fois, ça, c'est une frappe, le ballon retombe de la sorte? On dit que on est peut-être dans un bon jour, oui. Contrairement à d'autres matchs où ça a été un peu contre nous. On se dit que ça tourne un petit peu et ça doit donner un supplément d'âme sur la suite du match, justement pour ne pas lâcher. Ça peut aider aussi par moment quand on n'est pas bien.
L'entrée d'Emmanuel Corrèze à la 63e minute, remplaçant Gaëtan Salaire. Et puis ici, on va voir une frappe cadrée de Miodrag Stozic sur laquelle Robert va se coucher sans problème. L'entrée de Stivagui à la place de Issouf Ouattara à la 68e minute de jeu, qui est également la minute au cours de laquelle Abdelmalik Sissane a doublé la mise en faveur du Nîmes Olympique. Et elle a encore un bel arrêt de Robert sur un tir encore une fois cadré. Une vraie balle de but en faveur de Colmar ici, on va le voir. Le gros travail fait dans la surface nîmoise. La sortie de Vincent Carlier qui va être remplacé par Sidibé avec un changement au niveau de la défense. Miodrag Stozic va glisser en charnière et Moussa Sidibé va retrouver le couloir droit dans lequel il a évolué pendant quelques temps à Nîmes Olympique. C'est un poste qu'il connaît bien, Moussa Sidibé. Et puis là encore, un tir qui va passer au-dessus. On y faisait référence tout à l'heure dans notre résumé. Et on se dit, messieurs, sur le commentaire que vous faisiez tout à l'heure, Patrick, qu'en effet, il aurait pu y avoir 6-4 finalement. C'était ouvert comme match. Moi, je pense que les spectateurs se sont régalés parce que bon, ça allait d'un côté à l'autre. C'était ouvert. Bon, c'était. Puis en plus, on a gagné, on n'a pas pris de but. C'est un match difficile quand même pour les milieux. Voilà, pour les milieux, c'est vrai qu'on peut finir avec l'oxygène. Mais bon, ça, il faut qu'ils soutiennent les défenseurs et qu'ils soutiennent leurs attaquants. Et rappelons que ça faisait depuis le match de Besançon, depuis le mois de septembre, que jamais Nîmes n'avait plus encaissé de but depuis le mois de septembre. C'est-à-dire ça aussi, c'est un signe. Presque 3 mois. C'est quand même un signe important à noter. Justement, on va revenir sur les enseignements de cette partie avec les réactions dans les vestiaires et notamment en salle de presse du capitaine Benoît Poulain. Hier, on a un peu discuté. Le plus important, c'était pas la manière, c'était le résultat. Donc, c'est mieux d'avoir les deux. On va pas pouvoir gagner tous les matchs sans la manière, mais l'essentiel a été fait. C'est dû au manque de confiance. Peut-être que les victoires arrivant, on va un peu mieux gérer ces fins de match où il y a beaucoup d'espace, on peut jouer et on a un peu le ballon qui brûle les pieds, mais je pense que c'est le manque de confiance. La saison dernière, les 4 premiers ont carburé. Mais sinon, après, sur le tableau de marche de ces 10 dernières saisons, on est aux alentours des 60 points, donc on a un peu de retard, mais entre 57, c'était avant le match, donc entre 57 et 60, quoi. Donc on est un petit peu en retard, mais pas tant que ça. Donc justement, avant qu'on soit trop en retard, et la saison où on est monté, ça a été très difficile, on n'a pas l'équipe pour le refaire, parce qu'on est une équipe beaucoup plus jeune, et avec un mental moins forgé pour cette division, donc on ne va pas être capable de le faire, donc il va falloir... avant la trêve, revenir à quelques points, à 3-4 points, ça ira bien pour le début de saison qui a été moyen, et puis on se concentrera sur la deuxième partie. Benoît Poulain, le défenseur et capitaine du Nîmes Olympique, qui faisait référence en début d'interview à une discussion qui s'est déroulée jeudi soir dans un grand hôtel nîmois. Le groupe a été réuni à la demande du président du Nîmes Olympique, Jean-Louis Gazot. Quelle a été votre impression générale, Cyril Merville, justement sur cette réunion, sur cette prise de conscience collective par rapport à une situation sportive qui devenait quelque peu compliquée depuis notamment l'élimination en Coupe de France? Je dirais que vu le résultat, ça a été bien. Maintenant, voilà, c'était peut-être nécessaire, même si on avait déjà parlé quelques fois avant. Mais là, c'était vraiment, c'est vrai qu'on est, voilà, par rapport à l'objectif, c'est vrai qu'on est en retard, comme le dit Benoît. Il fallait que les joueurs, enfin que tous les joueurs prennent conscience de ça. Maintenant, j'espère que cette réunion-là a servi, pas que sur ce match-là, mais sur tout ce qui reste encore à faire, parce qu'il en reste pas mal. Parce que bon, là, maintenant, c'est bon, on s'est dit les choses. Il faut, entre guillemets, arrêter à chaque fois qu'il y a un mauvais résultat de se parler. Parce que bon, on est des grandes personnes, il faut se prendre en main aussi. Et j'espère maintenant que ceux qui s'étaient un peu oubliés, voilà, et reviennent un peu dans le truc et que c'est parti, quoi. En tout cas, il est un joueur qui a marqué les esprits vendredi soir pour son premier but en championnat. C'est un petit peu aussi l'une des révélations de ce début de saison sous les couleurs nîmoises. Il s'est gagné une place de titulaire à part entière dans le 11 de départ de Thierry Froger. Il s'agit de Abdelmalik Sissane que David Dagneau de la Web TV du Nîmes Olympique a interviewé dans les vestiaires des Crocos. Ça fait plaisir devant mon public, devant ma famille et tout ça. Franchement, ça fait chaud au cœur. C'est un réel plaisir. C'est une récompense du travail aussi? Ouais, c'est la récompense de mon début de saison, mon gros début de saison. Je travaille et voilà, là je suis récompensé à domicile, tant mieux. Bon, et pour l'équipe, les 3 points ce soir, c'est plus que positif. On se replace dans le haut du classement. Ce soir c'était primordial la victoire. On a su le faire en ne prenant pas de but.
Bah voilà, hein, on est satisfait du résultat, satisfait de la manière. Pas de 0 but, nickel. Quels ont été les mots du président hier? Bah, c'est un peu une remise en question, hein. Il nous a un peu boosté, il nous a demandé ce qui allait pas, etc. Et voilà, comment était l'ambiance du groupe et tout ça. Et voilà, on s'est un peu ouvert à lui, on lui a tout dévoilé, voilà. Peut-être que ça nous a un peu boosté, ça nous a réveillé. Parce que comme on a pu le voir avec les résultats, ce dernier mois on n'a pas été top. Et ben voilà, hein. Aujourd'hui on a eu un petit réveil des crocos, tant mieux. Petit réveil des crocos avec des joueurs qui se sont dévoilés à leur président. Ça fera certainement plaisir à Jean-Louis Gazo. Et en tout cas, les 3 points de la victoire auraient été bénéfiques justement pour les crocodiles nîmois. On va revenir avec les réactions des coachs, que ce soit Damien Hoth ainsi que Thierry Froger, juste après une courte page de publicité pour la seconde partie de Croco Hebdo. De retour sur le plateau de Croco Hebdo avec une parole que nous allons donner au coach de la rencontre, bien évidemment de Colmar et du Nîmes Olympique. Mais justement, puisqu'on donne la parole à un coach du Nîmes Olympique, on va passer la parole à un ancien coach du Nîmes Olympique qui a une information capitale à nous donner avec un grand rendez-vous, Patrick, à venir samedi matin à Jambouin. À Jambouin, on organise pour la 8e année consécutive le Téléthon. Donc on n'aura pas les pros puisqu'ils sont à Luzenac. Mais ce n'est pas grave, ça va durer toute la journée, de 8h30 à 18h, et on a déjà 25 équipes d'inscrites, donc c'est très bien. On joue 2 fois 25 minutes, il y a une quote-part de cotisation de 3 €, et puis après on remet à la fin de la soirée une certaine somme aux organisateurs du Téléthon. Et vous évoluerez sous les couleurs des anciennes de Nîmes Olympique ou sous les couleurs de TV Sud? Je joue partout, là. Disons que ça va dépendre, là. Je suis muté, je vais jouer un peu le matin, un peu l'après-midi si je ne suis pas trop fatigué. À la buvette entre les deux aussi, derrière le contrôle. Voilà, ouais, disons qu'il faut être polyvalent, là. Pour donner la main. Voilà. Bon rendez-vous à suivre, donc samedi à partir du matin, donc à Jambouin, sur le synthétique, pour cette journée spéciale du Téléthon. On va revenir sur les coachs de la partie de vendredi soir au Costières, avec la parole donnée à Damien Hoth, le coach alsacien. On a toujours des regrets quand on perd un match de 0. Maintenant, dans le football, et nous en particulier dans l'Est de la France, on s'attache à être rigoureux et à être réaliste. Alors là, on ne l'est pas du tout, donc c'est gênant, quoi. On ne fait pas le football qu'on devrait faire, on ne fait pas le football qui véhicule nos valeurs. On a souvent la balle, ça sert à quoi d'avoir souvent la balle si c'est pas pour perdre 2-0, voilà, donc c'est gênant. Donc si on perd 2-0, c'est qu'on a des faiblesses. On a des faiblesses de ne pas pouvoir marquer alors qu'on a des occasions, et on a des faiblesses de prendre 2 buts. Bon, il y en a un qui est quand même assez somptueux dès le départ de coller. Mais après, tant que c'est 1-0, on doit aller plus loin et on ne doit pas prendre le deuxième pour les faire douter encore plus et peut-être les rattraper sur la fin. Maintenant, on n'a pas réussi. Voilà, donc étrange peut-être, mais logique à l'arrivée. Défaite logique selon Damien Hoth. En tout cas, Thierry Froger, vous allez vous en rendre compte, lui a été très mesuré dans les propos tenus à l'issue de ce match. Il y a encore beaucoup de choses à accomplir, notamment d'un point de vue défensif, notamment sur le marquage. Nîmes marque des buts, mais Nîmes doit mieux défendre. Voici la réaction du coach du Nîmes Olympique. On n'a pas vraiment été supérieur à l'adversaire, mais on s'est battu, on a eu un peu plus d'abnégation, je dirais, parce que parfois on veut jouer sans avoir le ballon, les ballons neutres sont pour l'adversaire, donc on a fait effectivement dans ce domaine-là des efforts, mais je pense que ça paraît à travailler, je pense. Ouais. Mais quand on regarde ça, ce qu'on a vu ce soir, la débauche d'énergie qu'il y a eu cette semaine, je pense que on va finir l'année fatigué un peu, parce qu'ils sont fatigants. C'est vrai, il faut faire des trucs incroyables. Maintenant, c'est comme ça. Peut-être qu'on va pouvoir entasser. En tout cas, sur des victoires, on peut construire. J'espère qu'ils vont comprendre que rien n'est terminé. De transversal, on a eu les sauvetages du gardien. Moi, je trouve que notre défense, individuellement, il y a des problèmes. Ça, c'est une évidence. Et puis, collectivement, on n'a pas toujours l'abnégation ou l'envie de protéger ou de se reformer. Je pense qu'on n'a rien résolu, faut le dire, sauf qu'il y en a eu 2 poteaux et un gardien qui a fait des miracles. Voilà, c'est tout. Sinon, sur le contenu, j'ai trouvé une équipe empruntée défensivement.
Après, si vous voulez pas défendre, ça c'est dans les PlayStation. Sur la PlayStation, vous défendez pas, hein. Vous prenez pas de but dans les livres. Mais quand moi je vois des matchs, les coups de pied arrêtés, c'est très très important. Voilà. Je pense qu'on manque d'actualité. L'actualité, c'est aussi vouloir ne pas prendre de but, vouloir récupérer des ballons, protéger son but. Et ça, on l'a pas encore intégré. Que nous, on est suffisant. On voit qu'une fois qu'il y a eu ce but, eh ben on n'est pas précis. On oublie les choses, le placement. Le premier coup franc, il y a un mauvais placement de 2 joueurs. Alors que c'est très clair, on les a travaillés ce matin. Ouais, on a besoin de rigueur, on a besoin de se dire que on n'est déjà pas au-dessus du jeu. On n'est pas au-dessus. On a une force offensive, ça c'est sûr. Mais pour le reste, on n'est pas au-dessus. On doit encore travailler. Patrick, on sent Thierry Froger progressivement monter en puissance justement sur, on va dire, des regrets par rapport à des consignes qui n'auraient pas été appliquées, notamment par rapport à l'exercice qu'il avait fait le matin. On le sent bouillir intérieurement. Hein. Mais disons que ce sont des fondamentaux en plus. Disons que si on n'a pas les fondamentaux, on ne peut pas y arriver. Donc l'exemple à suivre hier, c'était un bon exemple par le haut, puisque quand on voit jouer Marseille, c'était un exemple extraordinaire d'abnégation de joueurs talentueux, mais qui se sont levés un cœur extraordinaire pour gagner cette rencontre de la tête et des épaules, qu'ils ont dominé de la tête et des épaules. Donc je crois qu'à un certain moment, il faut savoir se mettre minable. Et ce qui veut dire, c'est que les joueurs, ils arrivent tranquilles. À un moment, on n'est pas tranquille. Hein. C'est vrai que c'est une passion, mais c'est un travail après. Il faut donner le maximum pour pouvoir arriver à monter, parce qu'il sait qu'il a un effectif pour monter. Mais s'il n'aurait pas derrière, mais je ne sais pas s'il va tenir la saison comme ça, parce que bon, je crois que c'est lui qui tire l'équipe dans le bon sens. Il faut que les joueurs, et surtout les jeunes joueurs, écoutent, parce que les jeunes joueurs, ils sont là pour apprendre, ils n'ont rien prouvé. Et c'est vrai que la rentrée de Corrèze après a été intéressante. Corrèze n'a rien dit, il a été blessé, il est revenu. C'est quand même un joueur de métier. Je crois que les autres joueurs doivent prendre l'exemple sur des joueurs qui ont une grosse carrière et qu'il il est rentré comme si c'était un jeune joueur. Cyril Merville, on évoquait la question là, des coups de pied arrêtés. Plus spécifiquement, votre qualité de gardien, on sait qu'il y a différentes écoles, il y a différentes techniques, notamment sur les coups francs. On sait que certains gardiens aiment bien lorsque, par exemple, le petit mur essaie d'avancer ou de s'élever au moment du tir, au moment où le tireur effectue le tir. On demande au mur d'être actif, justement, pour faciliter un petit peu la tâche du gardien. Quelle est votre appréciation là-dessus ? Moi, je leur demande juste de se mettre sur la pointe des pieds, de ne pas bouger. Et voilà, parce que j'ai déjà vu pas mal de fois où le mur saute et que ça passe en dessous. Et à partir de là, c'est un peu compliqué, ou que le mur s'écarte. Maintenant, moi, je leur demande juste de se mettre en place, de gagner peut-être entre 5-10 cm en se mettant sur la pointe des pieds. Et puis après voilà, quoi, c'est tout. Bon, qui plus est, lorsqu'on évolue dans une équipe où on retrouve des garçons comme Sébastien Piocel ou Emmanuel Corrèze, on se sent un petit peu en famille. Oui, non, mais c'est sûr que ça a aidé dans mon adaptation, ça c'est une évidence. Aussi dans le fait d'être venu, Seb et Nanou Corrèze m'ont passé un petit coup de fil pour m'expliquer un peu la situation, les structures un peu du club et tout ça. Donc ça a fait que ajouter ce que je pensais du club et voilà. On va revenir sur les résultats de cette 16e journée de National avec donc la victoire du Nîmes Olympique vendredi soir au Costières 2-0. Le Paris FC qui s'impose sur le même score face à Quevilly. Partage des points match nul, 2 buts partout entre Cherbourg et Beauvais. Le Gazélec est allé s'imposer 3-2 sur la pelouse de Martigues. Rouen l'a emporté 1-0 face à Créteil-Lusitanos. Le gros carton de la soirée, 7 buts en terre varoise avec la victoire surprise du Poiré-sur-Vie, 5-2 sur la pelouse de Fréjus. Besançon est défait à domicile 2-0 par Vannes. Le carton de Niort 4-0 face à Bayonne. Le Red Star, pour une fois, l'emporte à domicile 3-1 devant le futur adversaire des Crocos, Luzenac. Enfin, Orléans l'emporte sur la pelouse d'Épinal 3-1. Au niveau du classement, on retrouve Niort premier avec 32 points après 16 journées. Ça, c'est la prochaine journée. On peut envoyer le classement. Donc, Niort premier avec 32 points. Une longueur d'avance sur Rouen. 2 longueurs sur Épinal qui totalise 30 points. 4e Vannes avec 26 points. La 5e place est détenue par Orléans avec 25 points. Le Nîmes Olympique était égalité de points avec un tir groupé à 24 points qui regroupe le Paris FC, Fréjus Saint-Raphaël ainsi que Quevilly. Mais rappelons que les Nîmois
ont un match en moins, ferme la marche, le Red Star avec 15 points, Bayonne 19e avec 13 points, à égalité de points avec Besançon qui est 20e. Et donc le programme de la prochaine journée, la 17e, le déplacement à Luzenac pour les Nîmois, ce sera samedi à 18h, journée qui débutera vendredi à 19h avec Quevilly Épinal, Orléans-Niort, Beauvais-Paris FC, Créteil Red Star, et puis le lendemain, le samedi 3 décembre, le Gazélec recevra Cherbourg, Colmar, Martigues, Luzenac, Nîmes, le Poiré-sur-Vie accueillera Rouen, Besançon se déplacera à Bayonne, enfin Fréjus ira du côté de Vannes. Voilà en ce qui concerne cette 17e journée. On va enchaîner avec les statistiques et le temps de jeu des joueurs les plus utilisés par Thierry Froger depuis le début de la saison. Il s'agit, vous le savez, bien de Benoît Poulain, le capitaine, avec 1350 minutes depuis le début de ce championnat national. Il devance un ancien Troyen, Vincent Carlier, avec 1252 minutes. Troisième, Maury Ogunbiyi, qui était suspendu lors de la dernière rencontre, qui était absent et qu'on retrouvera avec plaisir dans le 11 mois. Maxime Pounjé monte sur la 4e marche avec 1089 minutes. Et enfin, Eder Al-Shaibani, du fait de son ancien statut de titulaire, glisse à la 5e place. Du côté des buteurs, eh bien, Seydou Koné améliore ses statistiques personnelles en passant à 11 réalisations. Il devance Steve Agui avec 4 buts, Maury Ogunbiyi avec 2 réalisations, tout comme Jonathan Parpex et Benoît Poulain, sans oublier Miodrag Stozic. Avec un but, on retrouve Nicolas Bénézé, Abdelmalik Sissane, ainsi que Issouf Ouattara, et puis toujours Maury Ogunbiyi, et le meilleur passeur très largement devant Seydou Koné. Abdelmalik Sissane est 3e aux côtés de Emmanuel Corrèze, Jonathan Parpex et Benoît Poulain. Pour les meilleurs passeurs, c'est toujours Maury Ogunbiyi qui mène le bal. On le voit, il y a vraiment de la qualité et surtout un effectif, Cyril, que l'on sent très riche avec des personnalités qui se complètent bien justement entre les différents postes. Ouais, c'est vrai que le club a fait quand même un gros effort cette année, malgré la relégation, de construire une belle équipe. Quand on voit qu'on a un joueur à 11 buts, Maury à 11 passes décisives, voilà, quoi, c'est du costaud. Maintenant, je pense qu'il nous manque encore cette cohésion encore à trouver. Je crois des matchs comme on a pu faire le week-end dernier, c'est bien, ça fait, c'est du spectacle, il y a des occasions, des buts, des barres transversales, mais je crois que pour l'équilibre d'une équipe qui ambitionne la montée, il faut autre chose, quelque chose de plus compact. Et dans un premier temps, ça évitera de nous faire peur et de voyager tranquille en étant plus costaud. Et quand on arrivera à avoir ce genre de performance, on pourra peut-être ambitionner quelque chose de fort. On va revenir justement sur votre prestation, Cyril. Un petit focus justement sur votre soirée devant cette équipe de Colmar. On va démarrer dès la 2e minute avec la première balle. C'est en général celle qui permet un petit peu de rentrer dans le match et de se mettre dans un bon état. C'était pas terrible, surtout sur la relance où j'ai cherché Seydou. Premier dégagement, pas bon du tout. Et c'est vrai que sur la première mi-temps, il y a 2-3 actions qui me plaisent pas du tout. Que j'ai su rectifier par la suite, mais bon, c'est comme ça. Justement, comment on fait pour se remettre dans la partie, parce qu'on vous a senti vraiment avec un profil totalement différent sur la seconde mi-temps? Ouais, je sais pas, je me suis fait percuter 2 fois, je crois, sur les coups de pied arrêtés, où c'est moi qui dois les enfoncer, on va dire. Ouais. Et je me suis fait un peu enfoncer sur l'action qu'on vient de voir là, je crois. Ouais. Et ça me plaît pas du tout. Après, bon, ce qui est bien, c'est que j'ai insisté, j'y suis toujours allé. Ouais. Et j'ai pas lâché là-dessus. Et bon, par la suite, je suis revenu dans le truc et ça m'a bien aidé. Une équipe de Colmar qu'on a vu très pugnace justement devant les buts, essayant en permanence lorsque la balle était repoussée. Le danger était permanent devant ces joueurs. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est vrai que là, mes défenseurs, enfin toute l'équipe, parce que sur les coups de pied arrêtés, il y a tout le monde qui descend. On n'a pas lâché. Malgré là, on a eu un peu de réussite, notamment avec la frappe sur le poteau. Mais bon, on n'a pas lâché, on a su dégager, mettre un pied, une jambe, une tête, et voilà, ça a été quoi. Et là, vous allez vous interposer sur ce tir venu de l'aile gauche, c'était à la 70e minute de jeu.
Et 6 minutes plus tard, il y aura ce diable de Mouklil, le numéro 7 que l'on voit ici, ratisser sur l'aile gauche et décocher ce tir cadré. Ça fait partie des joueurs les plus dangereux de cette équipe de Colmar. Oui, c'est vrai qu'il a fait une grosse partie avec le capitaine Liabeuf. On a vu que c'était un petit gabarit, un peu qui ressemble un peu à Issouf ou à Nico Bénézé de notre côté. Et c'est vrai que quand on doit défendre face à des petits gabarits comme ça, c'est jamais évident. Et ça nous a souri vendredi soir parce que il a eu quelques opportunités de nous faire mal. Et on vous a senti chaud donc sur cette fin de match avec une accumulation de ballons. Ici, un tir détourné en corner et vous allez en suivi vous interposer une nouvelle fois avec décision pour contrer les assauts alsaciens. On va le voir, la balle qui va revenir. Un danger aussi, Olivier, en permanence, avec beaucoup de ballons flottants aussi dans la surface. Une balle qui revenait en permanence. Mais il y avait une très bonne qualité de frappe de centre, notamment par Liabeuf. Tous les ballons étaient précis et ils arrivaient toujours sur un coéquipier de Colmar. Et c'est pour ça qu'il fallait être très attentif. Et on a eu parfois de la chance parce qu'ils ont été maladroits. Mais c'est vrai que la qualité des centres était assez exceptionnelle. Il y a un nouvel arrêt réflexe. Cette fois-ci encore, je crois, devant Moukli. Là, il me semble c'était dans le temps additionnel de cette seconde période. On vous a vu à l'œuvre, Cyril. On va vous revoir à l'œuvre. On parlait tout à l'heure de montée. Vous avez connu, du fait de votre ancien club, des moments importants du côté d'Arles avec une montée en Ligue 1. Vous avez passé 2 saisons là-bas. On va revenir justement sur un instant de la montée en espérant que ça porte chance justement au niveau olympique, que vous connaissiez les mêmes joies. Et puis on va revenir sur le soir de la montée quand même, une vilaine agression sur un joueur qui s'appelle Romain Elie. Avec Romain Elie là, qui est juste à côté de nous. Ouais, vous avez un gros cocard d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez là? On a tout donné ce soir, la preuve. J'ai pris le genou à Cyril Graville, mais bon il fallait parce que ce soir c'était pas facile. Mais je pense qu'on a bien entamé le match. Le but nous a délivré. Après la deuxième mi-temps c'était difficile, ils ont poussé, ils ont joué leur va-tout. Sachant que Metz perdait à la mi-temps, donc s'ils gagnaient, ils montaient. Donc c'était dur la deuxième mi-temps, on a senti de la crispation. Mais comme à chaque fois à domicile, quand on ouvre le score, derrière on tient la baraque et on arrive à garder le but à violer. Donc on ne réalise pas encore. Je ne suis pas encore plein de joie parce que je ne réalise pas encore ce qui se passe. On va avoir un avis plus tard, mais on va aller déjà soigner mon œil. Et voilà. En plus, j'ai mon mariage bientôt dans 3 semaines. Donc si je me trimballe avec ça, ça va pas être beau pour les photos. Merci, bien joué, bien joué. Regardez cette image. De Romain Elie, Cyril, c'est des images qui font toujours chaud au cœur lorsqu'on les revoit. Franchement, c'est une année extraordinaire, comme je souhaite à tous les footballeurs de l'avoir, parce que franchement, on partait de tellement loin. Mais franchement, j'ai vu des mecs avec un état d'esprit que j'ai jamais vu ailleurs. Et comme quoi, voilà, c'est vrai que le talent, ça peut aider. Mais bon, quand on a un état d'esprit hors du commun comme on a eu pendant 38 journées, on peut faire des belles choses, des grandes choses, et on avait réussi à le faire chez le voisin Arlésien. Allez, on va revenir sur ces images de la montée avec la réception qui avait été donnée d'ailleurs à l'hôtel de ville, avec tout le peuple d'Arles rassemblé au pied de la mairie, les joueurs de la CA en train de célébrer la montée en Ligue 1. Avec l'ancien coach Michel Esteban et la pluie bleue et jaune dans le ciel arlésien. Gageons que ce soit une pluie rouge qui porte bonheur aux Nîmois et qui marque le printemps 2012 avec une remontée en Ligue 2. Olivier, lorsqu'on parle de la CA, ça évoque quelques souvenirs. C'était la belle époque de Télémiroir aussi et de ce suivi footballistique que nous faisions sur les équipes de la région, des deux côtés du Rhône. On va lancer d'autres images, tiens. Ça va vous rappeler des souvenirs, ça, Olivier. On va lancer immédiatement les images d'un stade que Cyril aussi connaît bien, puisqu'on va passer de l'autre côté du Rhône. On va lancer immédiatement celle-ci. Si ça part, si ça démarre, voilà. Est-ce que ce stade vous parle, Olivier? Bien sûr. On a fait quelques saisons là, ici. Nous, on avait pris Arles. Ils venaient de monter ils venaient de monter de CFA à National. Et on a récupéré donc les images d'Arles à ce moment-là. On a fait tous les commentaires. Donc c'est marrant parce qu'on faisait le vendredi à Arles et le samedi à Nîmes. Donc on voyait les deux équipes tout le temps.
Et on a vécu des grands moments là-bas. Le Stade Fournier, vous êtes aussi entraîné assez fréquemment, Cyril. Ouais, c'est vrai que c'est un stade un peu à l'ancienne, on va dire. Oui. Voilà, quand on voit les structures qu'il y avait à Arles et quand on voit celles qu'il y a à Nîmes, on se dit qu'il n'y a pas que ça qui compte. On a la preuve en image. Hein. Mais Michel, ça n'est bien servi de ce stade parce que je peux vous dire que Arles, souvent, il marquait un petit but et après ça fermait. Comme il faisait hermétique, et comme les ballons ils sortaient de longue, il y avait un ramasseur de balles pour tout le stade, et je peux vous dire que le ballon il revenait rarement, et ça faisait les affaires souvent de Michel, et je peux vous dire que là-dessus il était malin. Alors ces images ne sont pas très vieilles, elles datent d'il y a moins de 24 heures. Est-ce que vous reconnaissez le numéro 10, Patrick? Gigliotti. Voilà, l'ancien meilleur buteur nîmois l'an passé, qui hier évoluait avec l'équipe réserve de l'ACA en division d'honneur, qui s'est imposé 1-0 devant les Pennes Mirabeau. Peut-être une impression de gâchis que de voir ce joueur et son talent voir évoluer 3 divisions en dessous de la division dans laquelle il ne souhaitait pas jouer. Voilà, c'était le petit clin d'œil à la fin du match. Il s'est éjecté lui seul. Voilà, c'était un petit rappel et un regret parce que ce joueur l'an passé a inscrit quelques très jolis buts en faveur du Nîmes Olympique. Justement, il était l'an passé dans notre top but, le décibélomètre. Décibélomètre que nous allons actualiser et que vous allez découvrir avec 2 nouvelles entrées. De suite. Si ça veut partir. Ou pas. On me dit que le décibélomètre n'est pas prêt. Donc on va revenir sur les 2 buts qui ont été inscrits, Olivier. Le premier but de Sédou Koné. Vous nous faisiez la remarque tout à l'heure avant l'émission qu'on pouvait bientôt faire peut-être un top but et un décibélomètre spécial Sédou Koné. Ah ben c'est sûr, il y a déjà 11 buts et on est vraiment loin de la fin de ce championnat. Je crois qu'avant la fin, on pourra faire un top 10. Déjà, on a le numéro 1, je crois, je l'ai en tête. Mais il y en a des beaux quand même, notamment de la tête. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a des belles images pour essayer de connaître. Bon, j'aimerais qu'on me fasse signe pour savoir si on peut lancer le top but assez rapidement. Est-ce que c'est prêt? Non, c'est pas prêt. Alors, qu'est-ce qu'on envoie? Est-ce qu'on envoie une autre séquence? Est-ce que la deuxième séquence est prête? On va revenir sur le but de Abdelmalik Sissane avec un autre moment important. C'est justement, d'une part, le but de Abdelmalik Sissane. Et puis, vous allez voir, Olivier, la semaine dernière, vous avez eu quelques moments de flottement dans le match contre Martigues. Donc, on a décidé d'établir, j'espère que ça a marché, un top, non pas un top but, mais un top bâillement d'Olivier Martinez qui peut avoir quelques moments de flottement au niveau du commentaire. Alors on va lancer ce nouveau classement. Ça c'est pas beau. Bien joué Corrèze, bien joué Corrèze. Aïe, bien joué Corrèze. Aïe, aïe, aïe. Très bien, très très bien. Piocel qui joue à 1-2. Ça accélère. Très bien, très très bien. Très bien, très très bien. Là, ils ont fait un montage, c'est vrai. Oui, bien évidemment, Olivier, c'est un montage, je sais. Nous avons honte de nous comporter de la sorte avec vous, bien. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que ça donne l'occasion de retrouver le but d'Abdelmalik Sissane que vous retrouverez la semaine prochaine dans le décibélomètre. Il fait son entrée à la 10e place et puis également le but de Sédou Koné qui intègre le top 5. Beaucoup de richesse, Patrick. On voit du beau jeu quand même et une attaque flamboyante. Oui, effectivement, on marque beaucoup de buts. Il faut continuer. Il ne faut plus en prendre. Déjà, on n'a pas pris le dernier match. Il faut continuer dans cette voie-là, mais je crois qu'on est parti sur de bonnes bases à condition de faire un beau résultat à Luzenac. Luzenac, justement, match piège, équipe plutôt mal classée, donc un déplacement à prendre en haute considération, Cyril. Ah, c'est sûr que voilà, on doit essayer de faire une série le plus rapidement possible et ça passe par Luzenac forcément. Maintenant, ça va pas être facile hein, parce qu'ils perdent au restart. Faut pas s'imaginer que ça va être simple. Je pense que ça va être un mix entre le match de Quevilly, le match d'Ajaccio peut-être, avec je pense des joueurs qui vont essayer de tout donner aussi pour nous taper. Et voilà, et on va essayer d'être conquérant et d'aller chercher les 3 points là-bas. Surtout qu'encore une fois, il y a quelque chose à faire dans la mesure où je crois qu'il y a Fréjus, Vannes qui s'affrontent et il y a Quevilly, enfin il y a 4 gros qui s'affrontent. Orléans, Niort, je crois. Voilà, donc il y a vraiment encore quelque chose à faire. Mais bon. Avec l'espoir justement de monter sur le podium. Ouais. Parce que tout le monde peut gagner tout le monde. La trêve hivernale. Dernière question,
au Picard que vous êtes, natif d'Amiens. Comment vous êtes-vous acclimaté après ces 2 années arlésiennes et maintenant Nîmois? Est-ce que vous vous considérez un petit peu plus méridional dans l'âme? Dans l'âme, non, je pense pas. Je pense avoir gardé les valeurs qui sont de chez nous. Maintenant, voilà, j'essaie de tirer le maximum de ce qu'il peut y avoir ici. Et franchement, c'est vrai que c'est une belle région. Franchement, on est au mois de novembre, on peut peut-être encore sortir en t-shirt, c'est magnifique, contrairement à chez nous là-haut. Manche courte d'ailleurs. Manche courte. Et non, franchement, c'est vrai que avant d'arriver dans le sud, on se pose quelques questions et c'est vrai que c'est formidable. Écoutez Cyril, on vous souhaite une bonne continuation sous le maillot des Crocos. On espère cette montée qui serait certainement synonyme peut-être de prolongation en cas de montée en Ligue 2. Exactement. Écoutez, qu'il en soit ainsi. Merci Patrick, merci Olivier. Merci. À bientôt. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Croco Hebdo. Et nos caméras seront du côté de Luznac, justement, pour suivre... Avec un certain Christophe Chez, il me semble. Oui, il me semble aussi. C'est loin. Les prestations des Crocos. Il retrouvera aussi Olivier Martinez, qui, promis, va mettre du café en intraveineuse. Il ne baillera pas sur le commentaire du match. C'est vrai que Allez, rendez-vous est pris donc la semaine prochaine pour un prochain numéro de Croco Hebdo. Tout de suite, justement, c'est Nîmes-Colmar et la belle victoire des Crocos 2-0 au Castières. Rendez-vous la semaine prochaine. Belle soirée à tous et... Allez Nîmes. Allez Nîmes, au revoir. La société Hectare, spécialiste du terrain à bâtir depuis 25 ans, vous accueille dans ses nouveaux bureaux, boulevard Georges Besse, et vous a présenté Croco Hebdo.